Il existe des mondes parallèles qui se côtoient sans jamais vraiment se comprendre. L'un est un monde où la logique, l'empathie et la raison sont les lois qui régissent les interactions humaines. L'autre est un univers déformé, un labyrinthe émotionnel où les règles changent constamment, vous laissant épuisés et confus. Aujourd'hui, nous allons explorer ces deux mondes, et plus particulièrement la douleur qui naît lorsque leurs frontières se rencontrent. Imaginez un instant un parc à thème, un lieu utopique que nous appellerons le pays de la raison. Dans ce monde, les gens écoutent. Ils prêtent attention. Quand vous leur parlez, ils répondent. Peut-être pas toujours comme vous le souhaiteriez, mais il y a un dialogue, une reconnaissance mutuelle. Personne ne nie vos demandes les plus simples, comme « peux-tu remettre les clés sur le crochet ?» Personne ne vous traite d'égoïste pour avoir exprimé un besoin. Au pays de la raison, les gens sont conscients les uns des autres. Si quelqu'un semble surchargé, un autre intervient pour l'aider. Si quelqu'un est triste, on lui offre des mots de réconfort, peut-être même une soupe chaude. Les mensonges existent, mais ils sont petits, inoffensifs. Cette robe te va très bien, par exemple. Pas les grands mensonges qui détruisent des vies. Je travaille tard ce soir, au lieu de « je vois quelqu'un d'autre ». Dans ce lieu, l'empathie est la langue commune. Vous pouvez être vous-même, sans crainte, en toute sécurité. Un endroit agréable, n'est-ce pas? Maintenant, quittons ce parc à thème et entrons dans le monde réel pour beaucoup de gens. Un monde régi par une dynamique narcissique. Mon histoire, ou plutôt, l'idée de cette réflexion, est née d'une situation complexe. J'étais en train de naviguer une relation avec une personne profondément narcissique et égoïste. Au milieu de ce chaos, une personne très douce était blessée, et il était évident qu'il y avait une manière juste et logique de résoudre le problème, un problème qui durait depuis bien trop longtemps. Mais peu importaient les suggestions, peu importait la logique, rien ne changeait jamais. La situation ne faisait qu'empirer, blessant tout le monde sur son passage, y compris, ironiquement, la personne égoïste elle-même. C'est comme si vous viviez dans une maison avec un trou dans le toit. Chaque fois qu'il pleut, l'eau s'infiltre, endommage la structure, rend le sol glissant et dangereux. La solution logique serait de réparer le toit. Mais le propriétaire de la maison refuse catégoriquement. « Jamais je ne réparerai le toit », dit-il. « Mais j'attends de vous tous que vous veniez éponger l'eau et que vous preniez soin de moi si je glisse. » Voilà le scénario. Et c'est là que les habitants du pays de la raison entrent en scène. Ils voient la situation, voient le trou dans le toit, et proposent toutes sortes de solutions logiques, saines, qui résoudraient le problème rapidement. Mais la personne narcissique au cœur du problème bloque chaque tentative. Le plus étrange, c'est la réaction que j'ai eue en entendant ces suggestions pleines de bon sens. Ce n'était pas de l'espoir, mais un profond chagrin. Le chagrin de voir des gens bien intentionnés, qui ne comprennent tout simplement pas la nature de la situation. Leurs conseils, si raisonnables dans leur monde, devenaient une source de stress supplémentaire dans le mien. Il était devenu plus facile de passer des heures à éponger l'eau, à contourner le problème, plutôt que d'essayer une fois de plus de raisonner la personne qui refusait de réparer le toit. Les gens du pays de la raison me mettaient en colère. J'avais envie de leur crier « Pensez-vous vraiment que je n'y ai pas pensé il y a des décennies ?» Leurs suggestions, présentées comme des révélations, impliquaient que j'étais incroyablement stupide de ne pas avoir résolu un problème si simple. Si vous avez déjà été dans une relation narcissique, vous connaissez ce sentiment. Votre conjoint fait quelque chose qui vous exaspère depuis des années, et un ami vous dit, avec la plus grande sincérité, « As-tu essayé de lui en parler ?» Ou vous avez un enfant adulte, abusif et combatif, et quelqu'un vous suggère, « Pourquoi ne fixes-tu pas des limites ?» Il faut une force surhumaine pour ne pas répondre avec un sarcasme glacial. « Waouh, quelle idée de génie, je n'y avais jamais pensé. » Le pire, c'est quand ces personnes bien intentionnées vous disent « Eh bien, force-le à le faire. » Bien sûr. Comme si c'était aussi simple. Les solutions de contournement douloureuses que l'on met en place pour survivre dans une relation narcissique sans issue sont invisibles pour le monde extérieur. Conduire 1 heure de plus chaque jour pour aller chercher les enfants à l'école alors que votre partenaire travaille à côté. Passer les fêtes de fin d'année à courir entre 3 maisons différentes au point d'en être malade. S'épuiser à prendre soin d'un parent vieillissant qui refuse toute aide extérieure.
Mangez votre repas végétarien dans la voiture avant une réunion de famille parce qu'ils refusent de respecter vos choix alimentaires. Les habitants du pays de la raison vous diront « Mais tu n'as qu'à leur expliquer que c'est plus logique, que tu es fatigué, que tu ne manges pas de viande. » Merci pour le scoop. Lorsque vous sortez de ce monde déformé, irrationnel et invalidant, la rencontre avec le pays de la raison est parfois pire que le chaos quotidien. Non pas que vous ne soyez pas sain d'esprit. Au contraire, pour survivre à cette folie, il faut être incroyablement ancré dans la réalité. Mais vous devez vous transformer. Vous devez accepter radicalement la démence, suspendre la logique ordinaire et inventer des stratégies de survie complexes. Alors, quand quelqu'un vous donne le conseil ultime et impossible, si c'est si terrible, alors pars. Ne leur parle plus. Des calculs complexes se font dans votre tête. Le tribunal des affaires familiales, l'abus financier, le harcèlement post-séparation, les pressions culturelles, les montagnes russes du lien traumatique. Les choses sont tellement plus simples au pays de la raison. Ceux qui n'ont pas vécu le narcissisme de près ne peuvent tout simplement pas comprendre. Ils vivent dans un monde où la communication fonctionne, où les solutions sont envisagées, où les gens collaborent. Leurs interventions, bien que partant d'un bon sentiment, ne font que vous laisser plus épuisé, en colère, coupable et finalement plus seul. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles les gens s'isolent dans les relations narcissiques. Le va-et-vient entre votre réalité déformée et le monde apparemment équilibré des autres devient trop douloureux. Voir la vie de vos collègues, de vos amis, peut déclencher un chagrin immense et le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, ce qui engendre la honte. Lentement, il devient plus facile de se retirer, de ne fréquenter que ceux qui vivent des circonstances tout aussi compliquées. J'adorerais vivre au pays de la raison. J'y ai pris des vacances de temps en temps. Mais le retour à la réalité est brutal. Ces pauses rendent le monde du narcissisme encore plus insupportable. Le contraste met en lumière le désordre de votre propre vie. Vous passez une soirée chez des amis qui ont un mariage aimant et équilibré, et vous avez l'impression qu'on vous a coupé le souffle. La différence est déchirante. Personne n'a une vie parfaite. Mais il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de relations et d'environnements qui ne pratiquent pas le gaslighting, qui ne vous démolissent pas psychologiquement. Et lorsque le monde extérieur, incapable de comprendre la complexité de la situation, conclut simplement que les deux sont fous, c'est là que le véritable dommage est fait. Non, ils ne sont pas tous les deux fous. C'est une simplification dangereuse. C'est un moyen pour le monde de se sentir mieux, de rendre la réalité moins effrayante. Mais la vérité, c'est que le narcissisme se cache à la vue de tous, et nier l'expérience des victimes pour préserver une vision confortable du monde est une injustice. Je me souviens d'un cas que j'ai suivi il y a des années. Ma cliente était dans une thérapie de couple. Pendant des mois, elle a travaillé sur sa communication, restant calme, prenant des notes, face à un partenaire qui ne faisait que se plaindre et se défendre. C'était une impasse. Puis, un jour, une série d'événements a touché une corde sensible. Son partenaire a dit quelque chose qui l'a fait sortir de ses gonds. Elle s'est mise en colère, a dit ce qu'elle pensait vraiment. Plus tard, le thérapeute de couple m'a dit « Votre cliente a enfin montré son vrai visage. Maintenant je vois qu'ils sont tous les deux fous. » Cette phrase me met encore en colère aujourd'hui. Ma cliente n'était pas folle. Elle était un cas d'école de la maîtrise de soi, retenant ses émotions pour ne pas valider la théorie selon laquelle elle était le problème. Et la seule fois où elle a craqué, la seule fois où elle a montré une réaction humaine à une provocation insupportable, on l'a étiquetée comme folle. Cette étiquette, vous êtes tous les deux difficiles, est un poison. Elle est particulièrement dévastatrice dans le monde du divorce et des tribunaux familiaux. Face à un narcissique qui perd le contrôle, vous êtes obligé de vous battre pour des choses élémentaires. Mais de l'extérieur, on ne voit que deux personnes en conflit. Et le juge, le médiateur, dira « Eh bien, les deux se comportent mal ». Cette simplification mène à des décisions de garde tragiques et à des arrangements financiers injustes qui causent des dommages à long terme, en particulier aux enfants. Le plus difficile, c'est que les personnes dans ces relations se blâment déjà. Alors, quand une voix extérieure confirme « Vous êtes tous les deux le problème », cela semble plausible. Et cela peut les pousser à retourner dans la relation, à continuer de croire qu'ils sont la cause de leur propre souffrance. Personne ne veut être séparé de sa famille.
La décision de couper les ponts, de cesser tout contact, est l'une des plus douloureuses qui soit. Ce n'est jamais une décision facile, prise sur un coup de tête. C'est l'aboutissement d'une accumulation infinie de blessures, d'invalidations, d'abus. C'est un choix entre sa propre santé mentale, son identité, sa vie, et une obligation familiale toxique. Pourtant, la société juge sévèrement ceux qui font ce choix. On entend des commentaires comme « la famille, c'est sacré »,« être adulte, c'est faire des compromis », ces jeunes d'aujourd'hui abandonnent trop facilement. Ces commentaires ignorent la réalité brutale de certaines dynamiques familiales. La famille, c'est une question de chance. Certains naissent dans des foyers aimants, patients et bienveillants. C'est un héritage d'une valeur inestimable. D'autres naissent de parents narcissiques, manipulateurs, cruels, qui n'auraient jamais dû avoir d'enfants. C'est de la malchance. Et un enfant n'est jamais responsable de l'incapacité de ses parents. Alors, quand les gens prônent le maintien du contact à tout prix, ils disent en substance « accepte les mauvaises cartes que le destin t'a données, peu importe le mal que ça te fait ». Et à ça, je réponds « au diable ». Un enfant ne peut pas se défendre contre le traitement silencieux, le chantage affectif, la manipulation. Ces tactiques, qui seraient déjà dommageables pour un adulte, sont dévastatrices pour un enfant dont la survie dépend de ses parents. Il apprend alors à s'effacer, à devenir ce que le parent veut qu'il soit, juste pour être aimé. C'est un cycle difficile à briser. Pour certains, le « sans contact » est la seule voie possible vers une vie d'adulte saine. Le parent ne changera probablement pas. Et même face à des excuses tardives, la victime n'a aucune obligation de les accepter ou d'effacer une ardoise qui restera à jamais tachée. En tant que thérapeute, j'ai vu des clients dévastés après chaque contact avec leur famille. Mon rôle n'était pas de leur dire de couper les ponts, mais de les soutenir dans leurs propres décisions, quelles qu'elles soient. J'ai vu des clients choisir le sans contact et douter chaque jour. Et j'ai vu des clients s'épanouir, réalisant que cette distance était la clé de leur croissance. Il ne s'agit pas de blâmer les familles ou de promouvoir la rupture. Il s'agit de reconnaître une vérité complexe et douloureuse. Tout le monde aspire à appartenir à une famille. Personne n'y renonce de gaieté de cœur. Mais au lieu de juger et de faire honte à ceux qui prennent une décision incroyablement difficile, nous devrions peut-être faire une pause et écouter vraiment leur histoire. Si ce récit résonne en vous, le partager peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul dans son propre combat. C'est un simple geste qui peut briser l'isolement. Rappelez-vous toujours, ce n'est pas vous. Votre expérience est réelle. Et vous méritez d'être entendu,